J'ai mis en ligne tout à l'heure, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est dans le chat Zoom, le rapport Under the Surface, COVID-19 Vaccine Narratives, Misinformation and Data Deficits on Social Media. Pour ceux qui ne parlent pas un mot de français, d'anglais, ne vous inquiétez pas, la conférence est en français. Vous êtes auteur chez First Draft et chercheur aussi, pardon. Chercheur analyste chez First Draft, qui est une ONG spécialisée dans l'élaboration de projets collaboratifs et la recherche visant à mieux comprendre et combattre la désinformation et les effets du désordre informationnel. Donc, c'est ce dont on va parler ce soir sur les vaccins et la COVID-19. Avant, vous travailliez chez Zinc Network, qui est une société de communication stratégique. Vos recherches se portent principalement sur les narratifs de désinformation et l'activité inauthentique coordonnée en ligne, liée aux problématiques politiques et sociales. Vous êtes diplômé du King's College et de l'University d'Amsterdam. Votre dernière publication, c'est donc Under the Surface sur le vaccin du Covid-19. Celui-ci traite des dynamiques informationnelles en ligne autour des vaccins et leurs enjeux pour les politiques de communication, notamment en ce qui concerne la santé publique et pour la modération de contenu sur les réseaux sociaux. Je vous remercie à tous d'être présents pour cette conférence de ce soir et je vous laisse la parole, Monsieur Cabon. Et encore merci d'être venu nous présenter ce rapport. Merci beaucoup, Monsieur Berthaud. Bonjour à tous. Merci beaucoup encore pour l'introduction. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir avant d'entamer ma carrière dans le milieu de la recherche sur la désinformation, la veille, l'OSINT, tout ça. Une très grande partie de mes études étaient des études en économie, y compris pour ma thèse de master. Donc, de voir la complémentarité de ces intérêts, mais très familiers, c'est bien sûr une grande chance pour moi de pouvoir échanger avec des vrais experts en matière d'économie. Donc, avant de commencer de présenter ce rapport sur les vaccins, je vais juste très rapidement dire un petit mot pour complémenter ce que vous avez dit sur First Draft, pour ceux qui connaissent pas l'organisation. Donc, on est une ONG internationale formée en 2015. Depuis 2019, on compte 3 bureaux. Le bureau principal à Londres, un à New York, un à Sydney, même si évidemment en ce moment les bureaux physiques sont bien sûr très peu utilisés. Les 3 piliers du travail de First Draft sont d'abord les projets collaboratifs, donc c'est-à-dire le développement et le maintien de plateformes collaboratives permettant aux médias ainsi qu'aux plateformes technologiques et certaines institutions académiques de collaborer dans le traitement de la désinformation durant les périodes électorales. Donc, on a notamment fait Crosscheck France en 2017 pour l'élection présidentielle. Où on avait réuni plus de 35 médias qui avaient collaboré pour produire des dizaines de vérifications ensemble et en attachant leur logo sur une même publication finale. Les élections brésiliennes en 2018 et plus récemment au Royaume-Uni en 2019 et bien sûr les US l'année dernière. Deuxièmement, donc la formation et la production de ressources pédagogiques. Et troisièmement, la recherche. Et aujourd'hui, je vais vous parler du travail le plus récent qu'on a effectué dans le cadre de ce 3e pilier de recherche, qui se porte donc sur la désinformation autour des vaccins en ligne, qu'on a nommé Under the Surface, qui est en fait une référence directe à la méthodologie qu'on a employée pour ce projet. Et c'est sur celle-ci que je vais me concentrer en particulier aujourd'hui. Donc, juste avant la fin de l'année dernière, on a publié ce rapport sur les dynamiques informationnelles autour des vaccins en ligne. Le but de ce projet de recherche, c'était vraiment de cartographier l'écosystème de l'information en ligne par rapport aux vaccins pour nous permettre de mieux cerner ces espaces et informer de manière concrète de potentielles politiques de communication autour des vaccins et les politiques provenant des plateformes telles que la modération de contenu, la promotion de certains types d'informations. Dans le domaine de la manipulation de l'information des réseaux sociaux, et en particulier par rapport aux vaccins, on avait constaté qu'il existait principalement 2 types d'analyses de recherche. Celle qui se concentrait uniquement sur l'identification de contenu qu'on pouvait fact-checker et donc qui constituait vraiment de la mésinformation au sens propre du terme. Et ensuite, qu'ils analysaient ces types de mésinformations qui étaient les plus fréquents. Donc, par exemple, c'était sur le taux de mortalité d'un virus ou le taux d'efficacité d'un vaccin. Et ensuite, celles qu'on considère comme des méta-analyses,
c'est-à-dire des analyses plus ou moins entièrement automatisées grâce à des programmes de modélisation de sujets ou des algorithmes de machine learning qui révèlent, par exemple, les associations de mots-clés les plus fréquents ou la taille des réseaux pro ou anti-vaccins et qui donnent une idée globale d'échelle, mais qui n'ont pas vraiment la capacité d'entrer dans le détail et d'identifier les idées ou les concepts qui influencent le plus grand nombre d'usagers, ainsi que le type de format de contenu ou des techniques de manipulation d'informations qui ont vraiment du succès. Donc, par exemple, les contenus visuels tels que les photos, les mèmes, les vidéos qui représentent en fait la majorité des contenus les plus populaires sur les vaccins sur les réseaux sociaux ne peuvent pas aujourd'hui être analysés de manière vraiment efficace par ce genre de technique, par des moyens entièrement automatisés et encore moins pour des contenus qui sont écrits en d'autres langues que l'anglais, donc par exemple même pour le français ou pour l'espagnol. Et donc, on voulait en fait produire quelque chose qui s'inscrivait un peu entre ces deux types de recherche, donc c'est-à-dire analyser une quantité importante de données, mais une quantité qui reste tout de même gérable pour effectuer une analyse qualitative manuelle et donc très détaillée, en plus d'une analyse quantitative un peu plus automatisée. Bien sûr, on voulait prêter une attention particulière sur les contenus de désinformation et le type de désinformation qui figurait fréquemment parmi ces conversations, mais sans les analyser en isolation par rapport à l'ensemble des autres publications, qui elles aussi peuvent contribuer à une accumulation de certains types d'informations très biaisées, qui ne sont pas en elles-mêmes trompeuses, mais dont l'ensemble peut potentiellement être trompeur. De cette manière-là, on espérait pouvoir détailler les deux éléments clés, à nos yeux en tout cas, du désordre informationnel, c'est-à-dire les narratifs dominants autour d'un sujet quelconque, donc dans notre cas les vaccins, et les zones de vulnérabilité ou les manques informationnels qui y sont attachés. Donc, dans le domaine de la désinformation, il y a parfois une tendance à mesurer la qualité de l'information en ligne ou du débat en ligne plus généralement en évaluant le nombre de fausses informations ou de mésinformations qui circulent et aussi d'évaluer le succès des médias ou des plateformes de réseaux sociaux vis-à-vis de la mésinformation en comptant, en essayant d'évaluer le nombre de vérifications qui ont été produites ou même le nombre de publications qui ont été supprimées ou moins modérées. Mais il est à notre avis essentiel de garder en tête que certaines publications sur les réseaux sociaux, qu'elles soient en elles-mêmes fausses ou non, voilà, comme je dis, peuvent s'additionner et finalement s'aligner pour dessiner une vision du monde, une façon d'expliquer les événements et en tant que tel, générer des narratifs influents sur lesquels les gens se reposent pour ensuite donner un sens aux nouvelles situations et aux nouveaux développements. C'est ces narratifs-là qui ont un impact durable sur les publics et donc qui peuvent contribuer à une polarisation plus extrême et empêcher des débats de société sains et constructifs. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi d'analyser les conversations autour de tous les vaccins, donc pas seulement ceux autour des vaccins contre la Covid-19, même si évidemment les conversations autour de la Covid-19 ont dominé nos données, et ceci afin de pouvoir vraiment identifier les narratifs plus généraux en rapport aux vaccins qui étaient ou qui pourraient être adaptés et appliqués à un vaccin contre la Covid-19 à l'avenir. Et donc, si on parvient à identifier ces narratifs dominants, on peut alors ensuite décortiquer les suppositions sur lesquelles ces schémas narratifs se reposent et promouvoir des informations qui adressent ces suppositions si elles sont erronées, mais aussi évidemment promouvoir des messages plus généraux qui, eux, peuvent concurrencer ces narratifs au lieu de vérifications qui, en fait, concurrencent qu'une seule publication parmi des centaines de milliers d'autres. Le deuxième élément clé au cœur de notre recherche, c'est les manques informationnels, c'est-à-dire des situations dans lesquelles des niveaux élevés de demande d'informations pour un sujet ne sont pas suffisamment servis par une offre d'informations fiable. Donc, il y a le concept qui avait déjà été présenté auparavant du vide informationnel. Et c'est dans ces situations où il n'y a tout simplement pas de résultats de moteur de recherche ni d'informations accessibles du tout. Mais les manques informationnels, c'est plus des situations dans lesquelles il y a des résultats qui commencent à émerger, mais ils sont souvent trompeurs, ils sont souvent déroutants ou même parfois dangereux. En particulier quand on pense aux vaccins, des fois ça arrive. Et ceux-ci ont tendance à être des sujets qui sont assez niches, au moins dans un premier temps, ou des sujets émergents sur lesquels les informations fiables n'ont pas en fait encore été produites. Et donc, on essayait d'identifier non seulement des manques qui avaient déjà été exploités et remplis des informations,
mais aussi ceux qui avaient le potentiel de devenir des problèmes encore plus importants dans les mois à venir, pour pouvoir tenter en fait d'encourager la production de vérifications et d'explications préventives tôt, ainsi que diminuer le potentiel à la désinformation de se développer et de se répandre en fait au début. Et à travers notre analyse, et j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation, on a aussi pu identifier des sources d'informations influentes autour des vaccins, le type de communauté et d'audience réceptive à certains narratifs, ainsi que des caractéristiques uniques qu'on a observées sur certaines plateformes, quand on a collecté des données sur plusieurs plateformes. Et voilà, donc je reviendrai sur certains de ces résultats dans la fin de la présentation. Donc notre collecte de données et le projet lui-même a débuté en mi-juin. C'est à ce moment-là que les informations qu'on était en train de collecter dans le cadre de nos projets de veille internationale commençaient à indiquer que les conversations en ligne se détournaient de la nature et de la propagation du coronavirus vers la course pour développer un vaccin contre celui-ci. Et donc, on a estimé qu'il est important de développer une méthodologie qui nous permettrait de donner un sens à cet espace informationnel. Bien sûr, les mois à venir, on le savait, elle est dominée par non seulement le type de vaccin et les effets du vaccin, mais aussi sa mise à disposition. Et en effet, le thème des vaccins n'a jamais été aussi dominant qu'aujourd'hui. Donc là, j'ai inséré un graphique à droite de la slide. Le nombre de requêtes sur Google qui sont liées au vaccin est en fait à son plus haut niveau depuis 5 ans, et probablement au-delà, mais en fait, c'est en 2016 que Google a mis à jour leur méthode de collecte de données. Donc, malheureusement, c'est jusqu'à ce moment-là qu'on a ces données. Donc, c'est pas surprenant qu'ils soient au point le plus haut étant donné le contexte, mais c'est pour dire que c'est vraiment le sujet qui domine totalement tous les types de conversations. D'autre part, il était clair que la politique de vente et de distribution internationale des vaccins devenait déjà en juin un enjeu clé pour plus ou moins toutes les grandes puissances mondiales, y compris les États-Unis, mais aussi la Chine, la Russie, qui avait déjà entamé non seulement le développement de multiples vaccins, mais aussi leur communication et la promotion autour de ceux-ci. Et bien sûr, aujourd'hui, on parle de la compétition internationale économique autour des vaccins, mais aussi de vaccine diplomacy, une diplomatie autour des vaccins, notamment pour la Chine et pour la Russie comme une politique étrangère en elle-même, et de vaccine nationalism, donc le contrôle du développement et de la distribution des vaccins par un État-nation pour favoriser sa population ainsi que pour améliorer sa réputation internationale en termes de développement scientifique et de sa gestion politique de la crise. Et bien sûr, qui dit enjeu politique, réputation internationale, dit souvent participation active sur les réseaux sociaux des médias d'État, des narratifs de propagande, des campagnes d'influence, d'information. Donc, il était certain qu'il y aurait de nombreuses dynamiques intéressantes à suivre au niveau de la diffusion de l'information en ligne. Et finalement, il y avait déjà des questions qui se posaient sur la question des campagnes de vaccination. Quand est-ce qu'elles auraient lieu? Qui serait prioritaire? Quels seraient les premiers vaccins? Quels seraient les effets secondaires subis? Et donc voilà, donc ces questions de gestion de distribution allaient inévitablement dominer les débats politiques majeurs en 2020 et en 2021. Donc, j'ai décrit un peu les objectifs globaux, mais voici les objectifs un peu plus spécifiques, les questions de recherche qu'on a tenté de traiter. Donc, la première, je viens d'en parler, mais la deuxième, d'essayer de trouver s'il y avait des thèmes de conversation ou des narratifs dominants qui étaient propres à des communautés linguistiques en particulier. Nos projets de veille en continu nous indiquaient que c'était probablement le cas, et nous voulions tester de manière systématique si c'était réellement le cas ou non. Souvent, les politiques de communication publique sur les vaccins sont assez uniformes. Et en fait, si on arrivait à montrer que certaines idées ou même certaines problématiques n'étaient pas pertinentes pour certaines audiences, alors on pouvait informer des politiques de communication plus différenciées et donc en espérant plus efficaces. Et troisièmement, s'il y avait des thèmes de conversation ou même des tendances de désinformation qui étaient uniques ou au moins beaucoup plus fréquentes sur un réseau social et non pas d'autres.
Et encore, l'idée était en fait d'utiliser ces résultats pour mieux informer les politiques des différentes plateformes autour de leurs actions envers la désinformation sur leur plateforme. Dans la prochaine slide, je vais passer à la méthodologie qu'on a employée en commençant par les aspects pratiques de la collecte de données et ensuite de leur tri pour arriver aux publications les plus pertinentes à analyser. Et je finirai par décrire les techniques d'analyse qu'on a utilisées. Donc, le point de départ de notre collègue était de collecter n'importe quel post publié entre mi-juin et mi-septembre qui contenait soit le mot vaccin, soit le mot vaccination. En fait, la raison pour laquelle on a opté pour une collecte aussi générale au lieu d'une collecte à base d'une source string beaucoup plus spécifique était en fait de vouloir avoir le moins de biais possible dans la collecte et ne pas uniquement tomber sur des posts anti-vax ou de la désinformation. Et d'ailleurs, comme on le détaille dans la première partie du rapport, il y a certains narratifs pro-vaccins qui peuvent aussi être trompeurs ou qui peuvent mener à des conceptions erronées sur l'efficacité et la capacité des vaccins à endiguer l'épidémie de manière totale. On a configuré 3 collectes séparées en 3 langues, donc en utilisant les équivalents de ces 2 mots en anglais et en espagnol pour pouvoir analyser l'étendue des différences entre les narratifs dominants par communauté linguistique, comme j'ai mentionné. On a sélectionné ces 3 langues-là, car tout simplement, c'est les 3 langues dans lesquelles nous avons le plus de compétences à First Draft. C'est-à-dire, on a plusieurs personnes dont le français, l'anglais ou l'espagnol est la langue natale, ou au moins que ces personnes sont bilingues dans 2 de ces langues. Et ces capacités sont souvent nécessaires pour vraiment apprécier les nuances des mèmes, de l'humour, des expressions courantes ou même familiales qui sont bien sûr très fréquemment utilisées dans les conversations en ligne. Et on a collecté des posts sur 4 plateformes qui en fait sont 3 plateformes Facebook, Twitter et Instagram, mais on a traité les pages Facebook et les groupes Facebook publics comme 2 plateformes séparées, dues à leurs caractéristiques qui sont très différentes, notamment par rapport au type d'auteur des publications. N'importe qui peut poster sur un groupe public alors que seuls les gérants d'une page Facebook sont responsables pour les publications. C'est les réseaux sociaux qui sont les plus dominants dans ces 3 communautés linguistiques. Et ceux dont les données sont publiques, contrairement aux applications de messagerie directe, par exemple telles que WhatsApp, Telegram. Et donc, il y a moins de contraintes pratiques, mais surtout éthiques vis-à-vis de la collecte massive de leurs données. Bien sûr, WhatsApp et Telegram, ainsi que d'autres plateformes alternatives sont extrêmement importantes vis-à-vis les dynamiques de désinformation autour des vaccins, mais pour ce projet-là, les questions éthiques, les dilemmes éthiques n'étaient pas suffisants. Les justifications d'intérêt général n'étaient pas suffisantes pour justifier les contraintes éthiques. On a trouvé pour ce projet. Les 2 outils principaux qu'on a utilisés, vous les connaissez probablement, mais c'est l'installation T4 pour Twitter et ensuite CrowdTangle pour Facebook et Instagram. Le code pour installer T4 développé par le Digital Methods Initiative de l'Université d'Amsterdam est open source. Donc, il faut acheter un serveur et assez de place et de mémoire sur le site, mais après, c'est possible d'installer ça individuellement. Il collecte les tweets en utilisant l'interface de programmation d'application streaming de Twitter qui fournit davantage de posts que d'autres interfaces de Twitter, telles que l'interface Search. Pour Facebook et Instagram, on a utilisé donc l'interface de programmation de CrowdTangle qui donne accès à une plutôt grande base de données, particulièrement pour les pages, pour les groupes et pour les comptes basés aux US et en Europe de l'Ouest. Mais l'accès n'est pas du tout aussi bon que Twitter. Et malheureusement, CrowdTangle est seulement disponible et gratuit pour certains médias et certains organismes de recherche. J'ai mis quelques captures d'écran là sur la slide dans le processus de collecte de données sur CrowdTangle à droite et ensuite de T4 en bas. Pour T4, cette collecte est celle que nous avons initiée depuis
la fin du premier projet, donc en mi-septembre, on a rajouté le mot vaccinal et vaccin au pluriel. Et comme vous pouvez le constater, là, on est déjà à 6 millions de tweets en moins de 4 mois. Et ça, c'est uniquement pour des tweets en français. Donc, durant les mois de juin à septembre, nous avons collecté plus de 14 millions de posts sur les vaccins. Mais comme j'ai mentionné, on a vraiment voulu uniquement analyser les posts les plus pertinents de manière approfondie. Donc, on a dû beaucoup filtrer et ensuite, bien sûr, trier ces publications. Alors, déjà, avant tout, on voulait uniquement, bien sûr, se concentrer sur les vaccins pour l'homme et non pas la vaccination animale. Donc, en créant une liste de mots-clés liés aux animaux, on a pu éliminer toutes ces publications-là. Et ça va peut-être vous surprendre, mais ces publications représentaient environ plus d'un quart du total des publications qu'on a collectées, voire un tiers. Et ce nombre était encore plus haut pour les posts sur les groupes Facebook. En tout cas, nous, on avait du mal à le croire au début, mais ça, c'était déjà une grosse partie des données qu'on avait retirées. Ensuite, le premier filtre majeur qu'on a appliqué, c'était au niveau du type de source. Donc, on a éliminé toutes les publications qui provenaient des comptes vérifiés, c'est-à-dire les comptes avec un tic bleu qui sont majoritairement les comptes des médias de masse, des institutions ou des autorités publiques, ou même des personnalités politiques. Et on a choisi de faire ceci car on voulait vraiment analyser les conversations organiques et non pas les gros titres des médias qui souvent sont soit assez neutres ou ne reflètent pas nécessairement les débats et les discours qui se déroulent sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sûr que vous l'avez peut-être remarqué aussi, mais souvent un média peut poster un message positif sur le développement d'un vaccin, par exemple, et la réaction des internautes sur le même post sera majoritairement négative. Les commentaires vont totalement à l'encontre du contenu de la publication initiale. Et donc, c'est un peu là où vient l'idée d'analyser les conversations en ligne qui se déroulent en dehors des médias, juste en dessous en fait, de la surface des contenus qui sont souvent les plus visibles quand on fait de la veille quotidienne ou qu'on collecte des données en masse. Mais on voulait analyser les publications qui provenaient tout de même des plus grandes pages, des plus grands groupes Facebook, mais ceux qui étaient parmi les groupes non officiels. Et donc ensuite, on est passé au tri et on a trié les publications par nombre d'interactions générées, c'est-à-dire qu'on a sélectionné uniquement les publications qui ont attiré le plus d'interactions et donc qui ont été le plus visibles et les plus influentes sur les réseaux sociaux. Et ça, encore une fois, on le remarque même en faisant de la veille occasionnelle. Il n'y a en fait qu'une infime minorité de publications qui réussissent à susciter des réactions et donc avoir un impact, et ce, en grande partie grâce aux algorithmes qui favorisent les publications ayant gagné en popularité très rapidement. Et donc, il y a cet effet boule de neige. On a sélectionné les 100 publications les plus populaires sur chaque plateforme pour chacune des 3 langues, ce qui nous a amené à 1200 publications. Et d'un point de vue quantitatif, ces 1200 publications ont suscité plus ou moins autant d'interactions que plusieurs dizaines et presque des centaines de milliers des publications suivantes, en fait. Alors, je vais passer aux méthodes d'analyse. Donc, on a commencé par développer une nouvelle typologie des thèmes de conversation et des problématiques autour des vaccins pour nous permettre de catégoriser chaque publication qu'on analysait par thème et donc d'avoir un aperçu de l'importance relative des thèmes et donc favoriser l'identification de certains types de narratifs qui se trouvaient parmi les thèmes les plus populaires. Ce sont 6 catégories assez simples, mais c'est en fait cette partie qui nous a pris de loin le plus de temps, car non seulement est-ce que les catégories doivent être strictement irréductibles, mais il faut également qu'elles permettent un taux élevé de fiabilité inter-évaluateur, c'est-à-dire qu'on soit sûr que si plusieurs évaluateurs auraient catégorisé les mêmes publications, que ces évaluateurs-là auraient systématiquement choisi les mêmes catégories. Et malheureusement, ça prend pas mal de temps à développer des catégories où justement on peut avoir ce degré de certitude.
une fois qu'une publication a été catégorisée dans un des thèmes, donc soit le développement, mise à disposition et accès, ensuite on a la sûreté, efficacité, nécessité, les mobiles politiques et financiers, les théories du complot, la moralité et la religion, et finalement la liberté et l'indépendance. On prenait ensuite des notes structurées dans un premier temps. Si l'on observait qu'une publication avait le potentiel d'amplifier un message ou un narratif trompeur plus global. Ensuite, si la publication contenait des affirmations qui avaient déjà été fact-checkées. Et finalement, si la publication contenait une entité clé, telle qu'un type de vaccin ou une personnalité publique, donc par exemple Bill Gates, Anthony Fauci, etc. Et grâce à cela, on a pu en fait créer un dictionnaire de mots-clés liés aux entités que nous avons ensuite adapté dans un script Python qui nous a permis de révéler la prévalence de certaines entités de manière quantitative parmi les publications donc les plus influentes. Et de cette manière-là, on a réussi à analyser le rapport qu'avaient certaines entités avec certains narratifs clés. On a aussi ensuite utilisé les données sur le type de format de contenu, donc c'était des photos, des vidéos, des liens URL, ainsi que les données sur le nombre de publications par thème pour après effectuer une analyse quantitative secondaire. Donc voilà, on a schématisé les thèmes dominants des conversations sur les vaccins donc ensuite identifié les narratifs spécifiques parmi ceux-ci. Alors bien sûr, ce n'est pas une science exacte et certains narratifs se chevauchent entre ces thèmes, mais on a essayé de décortiquer ces nuances et les divers aspects sous-jacents des différents narratifs dans la version complète du rapport. Mais dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, les publications concernant les mobiles politiques et financiers du développement des vaccins et celles des acteurs et des institutions qui y sont liés sont autant ou même voire plus influentes que celles qui portent sur la sûreté, l'efficacité et la nécessité des vaccins. Et ceci est malgré la prépondérance des narratifs liés aux besoins ou plus l'absence d'un besoin d'un vaccin contre la COVID-19 par exemple. Et on pense que cela donne un indice que la méfiance croissante envers les vaccins y compris en France, est potentiellement lié en grande partie au manque de confiance de plus en plus évidente envers les institutions et les politiques qui y sont connectées aux préoccupations autour de la sûreté des vaccins, même si bien sûr ces préoccupations jouent un rôle très important tout de même. D'autre part, bien que nous ayons constaté que les trois principaux sujets de conversation étaient communs entre les trois communautés linguistiques différentes, on a aussi constaté que certains sujets tels que la liberté et les questions de morale et religieuse étaient propres à certaines langues et régions. Donc, par exemple, les narratifs autour de la liberté étaient vraiment spécifiques aux pays d'Amérique du Nord, donc au Canada et aux US. Et les questions morales, éthiques et religieuses étaient vraiment propres aux communautés hispanophones et notamment en Amérique du Sud. Et tandis que les narratifs dominants parmi les thèmes principaux diffèrent souvent considérablement d'une langue à l'autre. En termes des narratifs qui dominent les espaces francophones et ceux qui s'inscrivent dans le thème de la sûreté, l'efficacité et la nécessité des vaccins, on retrouve surtout le narratif selon lequel les vaccins seraient inutiles. On retrouve beaucoup de versions différentes de ce narratif, y compris que le système immunitaire serait plus performant qu'un vaccin et donc rend ce dernier inutile, voire dangereux. Mais plusieurs de ce type de narratifs dans les espaces francophones portent ou portaient auparavant, surtout sur l'hydroxychloroquine et le fait que son efficace quasi totale rendrait un vaccin inutile. Ensuite, les mobiles politiques et financiers du développement des vaccins et des organisations qui y sont associées étaient aussi très dominants. Donc, il y a trois narratifs précis au cœur de ces conversations. D'une part, la notion que le développement des vaccins est purement motivé par l'argent et que cette motivation financière nuit directement à la sûreté des vaccins. Ensuite, nous avons l'idée que les médias de masse sont contrôlés par les lobbies pharmaceutiques et qui créent une atmosphère anxiogène par rapport à la COVID-19 de manière délibérée. Et finalement, la notion que les populations africaines seraient des cobayes délibérément sélectionnés pour participer dans les essais cliniques, car les laboratoires pharmaceutiques jugeraient qu'il serait non contraignant, voire désirable de sacrifier ces populations.
Et finalement, on a les narratifs complotistes qui qualifient les campagnes de vaccination comme une étape vers une dystopie transhumaniste dans lesquelles les populations sont tracées en masse. En plus des narratifs de traçage, on retrouve des théories du complot concernant la dépopulation et la stérilisation ciblée. On voit ce genre de narratif aussi pas mal dans les sphères d'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. On aperçoit aussi l'importance des mèmes, et ceux-ci sont souvent traduits de l'anglais par des communautés québécoises qui jouent vraiment un rôle clé, un rôle de pont transatlantique en quelque sorte, en exportant notamment des idées qui fusionnent les arguments de liberté individuelle avec des théories des complots et les traduisent pour les envoyer vers des espaces francophones européens. On voit également que ces théories du complot, telles que celle du Great Reset, de traçage ou de stérilisation de population, comme j'ai dit, touchent de plus en plus les pays africains. Donc, par exemple, peu après la victoire de Joe Biden aux États-Unis, en début novembre, on a identifié de nombreuses publications qui circulaient au sein de communautés de pays tels que le Nigeria, le Burkina Faso, le Congo ou la Côte d'Ivoire, et qui suggéraient que Trump s'était battu contre les institutions voulant promouvoir des campagnes de vaccination en Afrique et que Biden allait imposer des vaccins de Soros et de Bill Gates aux pays africains. Et on voit une fois de plus comment des narratifs qui ont émergé aux États-Unis commencent à s'adapter et se traduire pour impacter pas mal de pays africains. Donc voici un aperçu de certains des résultats de notre deuxième objectif, qui était, comme j'ai mentionné, d'identifier les zones de vulnérabilité dans cet espace informationnel en ligne. Donc, par exemple, le premier que nous mentionnons dans le rapport, la technologie de l'ARN messager, il s'est bien sûr retrouvé sous l'œil médiatique ces derniers mois suite aux annonces de Pfizer et Moderna qui utilisent cette technologie. Et les plateformes se sont depuis rendues compte de la vague de mésinformation autour de l'ARN messager et notamment autour des rumeurs de modification de l'ADN qui semblent avoir augmenté de manière significative depuis qu'on l'avait identifié en été 2020. Alors bien sûr, la complexité technique associée à un bon nombre de ces manques informationnels rend la production d'informations courtes et accessibles extrêmement difficile. Mais si on répond très tôt à ces manques informationnels avec des informations fiables, on peut vraiment empêcher que la mésinformation s'installe dans un premier temps. Et ce manque informationnel autour de la technologie ARN, ainsi que celui du poliovirus dérivé de souches vaccinales, par exemple, qui est également devenu très problématique en termes de désinformation anti-vaccin, démontrent qu'il est possible d'identifier ces vulnérabilités plus tôt et donc permettre d'informer des interventions proactives. On détaille également quelques tactiques de désinformation que nous avons remarquées être utilisées par diverses sources en ligne pour profiter de ce type de manque informationnel. On a identifié une augmentation des narratifs de désinformation sur les vaccins provenant de sources qui sont connectées ou qui sont dédiées à l'amplification des narratifs de sources étrangères qui visent à réduire la confiance en les institutions politiques et scientifiques occidentales liées au vaccin, y compris vis-à-vis du vaccin anti-poliomyélitique, mais plus récemment des vaccins de Pfizer et de Moderna contre la Covid-19, en plus de celui d'Oxford, sur lequel le média britannique, parmi d'autres The Times, avait réalisé une enquête dévoilant les détails de cette campagne de désinformation. Très souvent, ces messages qui proviennent de ce type de sources sont dupliqués et traduits en plusieurs langues par des réseaux de prétendus sites web d'information et de blogs qui recyclent en fait constamment leur contenu de manière mutuelle. Et donc, cette multiplicité de ces mêmes articles, de ces mêmes messages, renforce artificiellement l'importance et donc par extension la crédibilité des messages et aussi l'audience atteinte est bien sûr maximisée en conséquence. Ces articles et ces publications sont ensuite diffusés en masse sur plusieurs plateformes, y compris à travers des séquences de partage simultané ou coordonné de liens URL sur des dizaines de groupes Facebook. Certains liens peuvent être publiés sur plus d'une demi-douzaine de groupes en moins d'une minute, par exemple. Et après, ces messages-là, ces articles-là peuvent également être amplifiés par des faux comptes
sur des publications sur Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux où on peut toujours, malgré les interventions des plateformes qui ont été plus importantes, on peut toujours acheter assez facilement des faux comptes ou des interactions comme des likes ou des partages en échange voilà, pour de l'argent. Donc, une des particularités qu'on avait trouvées dans les espaces francophones était la présence vraiment disproportionnée des théories du complot en rapport au vaccin, car non seulement est-ce que ces publications étaient plus nombreuses que celles qui portent sur les questions de morale et de liberté individuelle, mais aussi plus nombreuses que le total des publications complotistes qu'on avait identifiées dans les espaces anglophones et hispanophones. Ce que nous avons trouvé intéressant aussi, c'est que comme dans les espaces anglophones, ces théories du complot sont typiquement associées aux communautés de niche ou qui étaient associées aux communautés de niche, commencent à devenir de plus en plus populaires auprès de communautés en ligne beaucoup plus larges, plus mainstream, comme par exemple des grands groupes anti-gouvernement. De plus, Instagram et les pages Facebook sont les plateformes qui abritent le plus de narratifs complotistes en anglais et en français. Mais pour les conversations francophones, c'est surtout les groupes Facebook qui sont les espaces clés. On y a trouvé plus de ce genre de publications que sur Instagram et Twitter réunis. Hop, donc je vais juste conclure la présentation avec les recommandations qu'on a présentées à la fin du rapport, mais qui sont aussi disponibles dans la version sommaire du rapport. Alors, mes excuses pour la slide très lourde en texte. Je vais juste me concentrer sur la première, car je pense que c'est celle-là qui est la plus pertinente en ce moment, étant donné la popularité croissante des plateformes alternatives en France, mais aussi évidemment suite aux événements aux États-Unis et la décision de plusieurs réseaux sociaux de masse, parmi eux Facebook, Twitter, de bloquer ou de suspendre le compte du président Trump et de la désactivation temporaire de la plateforme Parler. On constate de plus en plus qu'il y a malheureusement des nombreuses conséquences involontaires associées aux politiques très strictes de modération de contenu, telles que la conduite d'usagers vers des plateformes non censurées, qui sont non seulement plus difficiles d'accès au niveau de la veille, mais entraînent surtout une polarisation en fait encore plus extrême avec des usagers qui naviguent ensuite sur des espaces encore plus insulaires. Et nous constatons de plus en plus ce phénomène avec les vaccins, en particulier dans les espaces francophones, par exemple, où des liens vers des vidéos explicatives trompeuses liées qui sont hébergées sur des plateformes telles que Odyssey sont partagées de plus en plus sur des grandes plateformes telles que Facebook et Twitter et génèrent aussi de plus en plus d'interactions. Il y a d'autres plateformes telles que VK, Telegram et bien d'autres qui continuent d'attirer de plus en plus d'usagers. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse davantage à d'autres approches qui peuvent promouvoir des bonnes informations et encourager un dialogue et un débat informé si on veut pas risquer de renforcer les narratifs autour de la censure des médias, des plateformes technologiques et polariser davantage les débats en ligne, même si il y a parfois, bien sûr, des contenus trompeurs qui sont très dangereux, sur lesquels des vérifications doivent être offertes directement sur la publication en question, ce qui est déjà fait quand même beaucoup en France et dans d'autres pays européens et également aux US, mais c'est vraiment pas suffisant, pas la même chose dans d'autres communautés en dehors de ces espaces-là, en dehors de pays occidentaux. C'est vraiment malheureusement pas fait suffisamment. Donc voilà, c'est une balance qui est assez difficile à gérer, mais c'est vrai que on voit que la censure de beaucoup de contenus et même aussi de beaucoup de pages et de beaucoup de groupes font que tout simplement beaucoup de ces communautés-là vont vers des espaces qui sont souvent, qui abritent souvent des contenus encore plus extrêmes. Voilà, j'espère que c'était voilà. J'espère que c'était pas trop
pas trop long et merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci, Monsieur Cobon, pour votre présentation. C'était très intéressant. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos de Parler et de la migration des communautés vers d'autres réseaux, ça me fait penser un peu au processus de déviance qu'on étudie souvent en sociologie de Howard Baker, par exemple, où les communautés qui sont marginalisées vont en fait se radicaliser sur des plateformes encore plus isolées. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer avec Parler et avec le ban de beaucoup de comptes Twitter de supporters de Trump, par exemple. On s'écarte un peu du sujet, mais je trouve ça très intéressant aussi. Alors, on a quelques questions. La première, c'était comment lutter contre la désinformation dans les communautés fermées. Par exemple, dans les groupes Facebook fermés ou même dans les chats privés, j'imagine aussi. Ouais, ouais c'est une super question et je pense que c'est une question que tout le monde, tous les organismes qui sont dans le domaine de la désinformation se posent parce que bien évidemment, il y a beaucoup de questions éthiques qui sont associées aux recherches dans les espaces fermés. On sait qu'il y a beaucoup de journalistes parfois qui vont dans ces espaces-là. On a vu plusieurs reportages ces derniers mois. Il y avait évidemment aussi les reportages sur les groupes de policiers, des propos racistes qui sont partagés sur ce genre d'espace. C'est intéressant de voir qu'il y a des plateformes maintenant comme Telegram qui offrent voilà, des services encryptés, des services cryptés qui sont des plateformes fermées qui commencent à maintenant avoir des chaînes spécialisées pour des autorités publiques, même des chefs d'État. Et ils commencent même à avoir des chaînes où justement ce genre de chaînes sont des chaînes vérifiées, des chaînes officielles avec un tic bleu. Encore, je pense que ça revient à ce qu'on disait au départ. Je pense que malheureusement, c'est ces plateformes-là qui attirent de plus en plus d'usagers. Et nous, dans notre projet de recherche, on a évalué plus ou moins l'impact d'une publication ou d'un message en fonction de l'interaction qu'il a généré. Mais quand on reçoit, quand on reçoit un message de quelqu'un qu'on connaît, on va probablement l'avoir à travers une messagerie directe, à travers un groupe fermé ou un espace fermé. Mais vu qu'on connaîtra la personne, on aura plus tendance à lui faire confiance. Et en fait, c'est peut-être ce message-là qui aura beaucoup plus d'effet qu'un message sur lequel on a mis un like alors qu'on n'avait pas vraiment lu ou même qu'on n'avait pas lu l'article, dans lequel on n'avait pas lu l'article qui était en fait en lien sous cette publication. Encore, en termes de réponse à votre question en particulier, je pense que c'est très difficile, mais je reviendrai à ce que je disais par rapport au besoin de promouvoir de l'information, des informations fiables et des informations bonnes qui peuvent mener à un débat qu'on peut avoir sur des réseaux sociaux de masse, sur des groupes publics, et de cette manière-là, ne pas devoir ne pas voir le développement de ces espaces privés. Voilà, on peut y entrer si on pense en tant que journaliste qu'il y a un intérêt public, mais c'est vrai qu'il y a bien sûr beaucoup de questions éthiques si on fait cela et c'est quelque chose à prendre en compte. D'accord. Ouais. Oui, malheureusement, c'est là aussi où on retrouve les contenus un peu les plus pertinents ou les plus, disons, juteux, enfin là où les gens se libèrent et parlent librement, quoi. Donc c'est vrai que après c'est une étude plus ciblée où on va trouver un groupe et l'infiltrer en quelque sorte pour voir ce qui s'y dit, mais on peut pas faire ça sur tous les groupes privés qui existent. Là, il serait plus privé en fait. 100%. Et même en termes de reportage sur la désinformation, il faut aussi qu'on pense beaucoup à l'amplification potentielle qu'on peut amener à ce genre de groupe ou à ce genre de propos qu'on trouve sur les groupes privés. Souvent, si on va infiltrer un groupe privé ou une chaîne privée Telegram ou un groupe fermé Facebook, il faut se rendre compte que souvent, ces groupes-là vont quand même être très petits. Et donc, si on n'avait pas émis une vérification sur un contenu qu'on a trouvé dans cet espace, ou si on n'avait pas fait un reportage sur cet espace-là ou sur le type de désinformation qu'il partageait,
et ben, le type de désinformation qui est partagée n'aurait pas accès à une audience plus large qu'au départ, en fait. Et donc, des fois, même si on a envie, même si on a potentiellement un instinct dans ce domaine de la désinformation de vouloir faire ce genre de choses, parfois, en fait, ça peut mener à de l'amplification qui, en fait, qui est pas désirable. Oui, très bien. Alors une autre question, est-ce que la désinformation est majoritairement contrôlée et dirigée par une entité ou des entités, ou est-ce que c'est le produit d'individus isolés, par exemple, qui ont le plaisir de troller ou de... Alors j'imagine que ces individus-là, quand on en prend beaucoup, ça devient une entité en elle-même, mais est-ce que là, on parle plutôt d'entités comme un État, par exemple, ou une structure Ouais, bah, évidemment, c'est presque impossible de quantifier exactement le rôle de chacun et de chaque type de source de désinformation. Et évidemment, il y a beaucoup de motifs différents associés à la production de désinformation. Donc, par exemple, comme vous l'avez mentionné, il se peut qu'il y ait quelques trolls qui veulent juste être partie d'un peu d'une communauté qui font ça et qui trouvent voilà, ce sentiment d'appartenance grâce à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, ça c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'organismes de recherche ont fait beaucoup d'enquêtes dessus. Il y a des réseaux de sites, voilà, comme j'ai mentionné, qui produisent de la désinformation sur des sujets en particulier, donc que ce soit les vaccins ou que ce soit l'immigration ou que ce soit d'autres sujets, et qui le font de manière récurrente et qui recyclent leur contenu alors qu'ils avaient été publiés avant, qui recyclent les contenus de manière mutuelle pour justement les amplifier, qui changent le titre, qui font des petites modifications au titre, qui font des petites modifications aux images pour donner l'apparence qu'en fait que ces articles sont plus nombreux qu'ils ne le sont. Ils partagent ce genre de liens de manière coordonnée. Et donc, quand on voit quand même qu'il y a, on en identifie beaucoup, c'est vrai qu'il y a quand même une grande partie de désinformation qui sont produites par des acteurs pas nécessairement professionnels, mais au moins qui sont dédiés à cela et qui ont des motifs financiers et potentiellement politiques. Évidemment, il y a des médias qui sont contrôlés par l'État qui parfois promouvoient des narratifs trompeurs. Mais après, c'est vrai que je pense que souvent, dans notre domaine, on a un peu une tendance à pointer le doigt vers voilà, la Russie ou la Chine de manière un peu excessive, même si on peut voir que des fois, il y a des lignes éditoriales et des narratifs qui sont publiés par des médias d'État qui sont quand même assez biaisés. Voilà, ou des sites qui sont vraiment dédiés uniquement en fait au recyclage des articles de ces médias-là. Donc Oui. on voit que bien sûr ça a un rôle, mais c'est vrai que souvent on y met une attention un peu excessive et qu'il y a beaucoup d'acteurs individuels domestiques. Oui. Un peu pour reprendre cette question, quelle part ont les mêmes comme moyen de désinformation? Énorme, énorme. C'est marrant parce que donc, grâce à l'analyse qu'on a effectuée sur le type de contenu, on voit on a vu que les contenus visuels représentaient plus de 51% de toutes les publications, donc les 1200 publications les plus populaires. Et bien sûr, les mêmes en faisaient en faisaient une grande partie. Et en fait, ce chiffre de 51%, il est très sous-estimé parce qu'en fait, ce qu'on avait fait, c'est que les liens qui avaient voilà, une image ou qui pouvaient avoir un mème attaché au lien, et ben en fait, ils ont été codés en lien. C'est la manière dont on collecte les données font qu'ils viennent en lien. Et donc, en fait, le nombre qui est plus juste est plus aux alentours de 65 à 75%. Donc les mêmes jouent un rôle très important pour les informations. Et maintenant, c'est vrai que grâce à des outils comme CrowdTaggle, on a des logiciels qui permettent d'extraire le texte automatiquement de ces mèmes-là. Donc, Oui. on peut faire un peu de veille automatisée de manière plus simple sur ce genre de mèmes. Mais pour la désinformation autour des vaccins, c'est vraiment l'impact des contenus visuels, des vidéos, des photos vraiment assez choquantes, émotives, avec des vaccins ou des enfants en train de se faire vacciner, etc. Mm. Il est sûr que ça a un très grand Ouais, parce impact. que quand on pense au mème, on pense humoristique, mais finalement, dès qu'il y a montage photo, ça devient un mème et ça peut se partager par centaines de milliers d'exemplaires.
C'est plus Absolument. uniquement pour faire de l'humour comme ça se faisait avant. Et c'est ça, il y a vraiment des types différents de mèmes, mais je pense que souvent, c'est assez évident quel type de mèmes ont été partagés pour l'humour et quel type de mèmes, en fait, contiennent voilà, des modifications visuelles un peu stylisées ou des messages politiques un peu curieux, un peu trompeurs. Mais c'est vrai que elle joue un gros rôle. Oui, d'accord. Alors, quelqu'un a demandé, vous parlez beaucoup de théorie du complot, et comment est-ce que vous qualifiez certains propos de complotistes et d'autres qui sont des sujets? Quelle est pour vous la distinction entre un discours complotiste et un discours véritable, par exemple, ou vrai? Ouais, non, c'est une super question. On a d'ailleurs fourni une définition des théories du complot justement dans la typologie qu'on avait créée. Euh, mais à chaque fois, je pense que voilà, c'est ce concept qu'il y a un groupe de personnes qui ont un plan très concret, très spécifique et qui nuira directement à un groupe spécifique d'individus. Je pense que ça, voilà, c'est des présuppositions du théorie du complot. Mais je pense que, enfin, je ne sais pas si ça se traduit directement de l'anglais au français, mais pour nous, à First Draft, une théorie du complot est très différente à un complot. Un complot, Mm. c'est quelque chose qui a été, qui a été réalisé. Il y a eu des complots, on le sait tous, de nombreux complots dans l'histoire et, euh, c'est souvent une réalité. Et c'est pour ça qu'on différencie avec un complot et une théorie du complot. Alors, parfois, voilà, les théories du complot euh, peuvent être en réalité des complots, mais après, on a des théories du complot, par exemple, vu qu'on est sur le sujet des vaccins, je pense au traçage de masse ou la Mm. stérilisation de population. Il y a des complots sur des vaccins qui existent déjà, où on peut voilà, démontrer qu'il y a quand même des éléments qui sont trompeurs. D'accord. Euh, alors, je vais reprendre. Alors, une question un peu technique entre VisiBrain et CrowdTangle, est-ce que vous avez un avis? Donc, ouais, j'ai jamais utilisé VisiBrain. Ouais, Je sais que certains organismes de recherche utilisent Bossomer pour Facebook. Euh, et j'ai utilisé Bossomer qui est plutôt pas mal. Mais je dois dire que si la base de données de CrowdTangle était vraiment très compréhensive et qu'on avait beaucoup plus accès aux données publiques au lieu d'avoir, voilà, parce que CrowdTangle fournit malheureusement qu'un échantillon de données publiques, donc c'est environ voilà, 10-15 pour 20%. Euh, si la base de données était beaucoup plus grande, euh, la plateforme c'est quand même pas mauvaise du tout parce que les fonctionnalités sont bonnes. Euh, voilà, la collecte de données est assez simple. Euh, pour la veille en continu, la veille quotidienne aussi, les options sont assez simples et marchent. Il y a très très peu de bugs. Mais voilà, mais le problème majeur, c'est l'étendue de la base de données en fait, alors que comme j'ai mentionné, Twitter nous fournit un accès beaucoup plus compréhensif. oui. Avec une API, c'est ça, que vous avez Ouais. programmé après, d'accord. On va faire encore quelques questions. On a un peu le temps, on avait prévu jusqu'à 19h30. Bon. Alors, First Draft, c'était une ONG orientée analyse. Est-ce qu'elle fait, par exemple, de la contre-information, par exemple, poster des messages sur les groupes Facebook, pour le compte de donneurs d'ordre qui sont institutionnels ou qui sont des clients, par exemple? Est-ce que vous faites ce genre de travail ou que de l'analyse strictement? Non, on ne fait pas de communication ou d'intervention directe de ce type-là. D'accord. Et du coup, pour rebondir sur cette question, quelqu'un a demandé, alors apparemment sur votre page sur firstdraftnews.org, il y aurait marqué que vous êtes financé par certains réseaux sociaux.
comment faites-vous pour rester neutre et indépendant lorsque vous êtes financé je vais vérifier quand même parce que c'est... Ouais, je pense qu'il y a la liste Voilà, sur oui, le About page. c'est ça. Alors, Oui, c'est. ouais, allez-y. Ouais, non, pas de problème. Ouais, non, c'est une question intéressante et c'est une question que je pense il y a beaucoup d'organismes de recherche aussi dans ce domaine qui ont les mêmes contraintes, mais on a, si vous voyez sur la page About, la même page, Oui, on a une déclaration d'indépendance aussi avec des termes assez spécifiques de quelles sont la nature de nos projets. Aussi, First Draft, c'est une ONG, donc aussi on n'a pas c'est pas une organisation, on a par exemple des positions politiques ou des positions sur la juridiction voilà, de ce genre de plateforme. Euh, donc voilà, donc il y a pas dans ce registre-là ce genre de contraintes. Mais voilà, mais il y a une déclaration d'indépendance avec des termes assez spécifiques aussi d'accord. sur cette page. Puis tant qu'on reste sur First Draft News, je remets le lien pour aller consulter le rapport dans le chat, puisque tout le monde est encore là. Donc, je vous invite fortement à aller le consulter ou même l'exécutif summary ou le rapport en entier. Comme ça, si vous ne l'avez pas encore lu, vous pourrez regarder la vidéo et comprendre bien ce dont on a parlé ce soir. Si vous avez encore des questions, c'est le temps de les poser. Si vous voulez le faire à l'oral, vous pouvez. Hein. Sinon, on pourra se Ouais, laisser. j'allais dire le rapport complet est je pense, enfin, en incluant les références à la fin, hein, mais je pense que c'est de 96 pages. Donc, Oui, on a produit un sommaire de 10 pages. oui, Voilà, et on a aussi un des chapitres qui est publié séparément sur le site. Et aussi un article qui est beaucoup, beaucoup plus court, hein, d'une ou deux pages, euh, qui a servi de suite un peu entre guillemets ou de mise à jour pour les données qu'on avait collectées de septembre à décembre. d'accord. Donc il y a ça aussi. Voilà, je me rends compte que 96 pages, c'est beaucoup, mais la partie qui s'occupe seulement sur l'espace francophone est bien sûr beaucoup Oui. plus petite, c'est à peu près 5 pages. Ouais. Non, et puis le exécutif summary est très synthétique, très bien, il explique très bien le cœur du sujet. Donc, je pense que je ne veux pas dire de bêtises en disant que ça suffit si vous n'avez pas le temps de lire le rapport en entier. Forcément, c'est toujours plus intéressant, mais bon, il est déjà très bien fait, l'exécutif summary. Je crois que Robin avait une question à poser. Si tu as levé la main, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Bonsoir, merci aussi de votre présentation, c'était top. Je voulais revenir sur Parler justement. Est-ce que les GAFAM et tous les autres qui ont justement décidé de bannir Trump, etc., au final, c'est comme l'histoire de Hold Up. Les mecs disent on nous censure, on nous empêche de nous exprimer librement, on nous surveille. Preuve en est justement s'ils nous bannissent de leur plateforme. D'où je doute que des mecs comme Dorsey, quoi que ce soit, ne se soient pas imaginé qu'en faisant ça, ils allaient donner du crédit justement à leurs détracteurs. Mais dans ce cas, est-ce qu'il y a une espèce de bonne méthode ou de bonne chose à faire? Parce qu'à la fois, Hold parlait de censure et au final, quand le truc s'est fait censurer les plateformes, ça donnait à peu près raison. Là, Parler, au final, ça confirme le biais ils sont opprimés, tout le système est contre eux, toutes les entités sont contre eux, la presse, etc. Est-ce qu'il y aurait une manière, ben, je me doute bien qu'il y avait urgence, mais est-ce qu'il y aurait une manière plus subtile ou plus intelligente de faire ça? Ouais, honnêtement, je pense que c'est la problématique qui va définir les prochaines années à venir, ou au moins une des problématiques qui vont vraiment définir les prochaines années dans le monde des réseaux sociaux et de la manipulation de l'information et du désordre informationnel. Je pense que il y a deux choses. Une d'entre elles, j'ai déjà mentionné, c'est qu'il faut qu'on arrête enfin, ou en tout cas, de moins dépendre des politiques de modération de contenu et du fact-checking, et de voilà, promouvoir des sources d'informations, d'utiliser les algorithmes justement de ces plateformes qui ont eux-mêmes, bien sûr, contribué justement à le développement de la désinformation. Il faudra utiliser ces algorithmes pour justement promouvoir des informations qui ont été vérifiées, qui sont fiables,
qui proviennent de sources qui ont une réputation qu'ils ont maintenue durant des décennies et des décennies. Ensuite, avec ce que vous disiez avec les narratifs de censure, je suis totalement d'accord. Je pense que ça, justement, ça donne raison à ce genre de narratif. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir la thread de Dorsey qui disait qu'il était triste, entre guillemets, d'avoir justement pris sa décision d'enlever le compte de Trump et que justement, c'était une preuve que Twitter n'avait pas réussi à promouvoir un débat sain, un débat d'idées qui était constructif. Mais après, je pense que ils sont aussi dans un cas de figure assez unique avec la situation aux US, c'est-à-dire qu'il y avait quand même sur Parler beaucoup de propos qui incitaient à la violence, qui parlaient d'organisation de violence. Et donc, je pense que pour eux, c'est vraiment une ligne qui est très difficile à gérer. Mais voilà, je pense que de promouvoir des informations et d'utiliser les algorithmes pour promouvoir des bonnes informations au lieu des informations fausses. Et on le voit déjà que Twitter, par exemple, a commencé à le faire avec la section tendance à la droite de la plateforme. Et la deuxième, c'est d'essayer d'identifier des zones où justement on sent que c'est une issue qui commence à émerger, il y a un certain nombre d'indicateurs qui suggèrent que cette issue commence ou pourrait commencer à poser vraiment problème, et on pourrait voir des rumeurs, on pourrait voir de la mésinformation et des désinformation. Et c'est d'essayer de remplir ces zones-là avec de les bonnes informations tôt pour que justement après on ne se retrouve pas dans un cas de figure où la désinformation circule partout et tout d'un coup les plateformes subissent des pressions énormes des politiques de devoir enlever ces contenus. Mais je pense que voilà, il y a certaines exceptions où évidemment les politiques de modération de contenu peuvent être justifiées. Donc voilà, si on incite la violence contre un groupe en particulier, contre une personne en particulier, etc., c'est difficile de justifier de laisser faire entre guillemets. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on arrête de dépendre, de juste tout simplement d'enlever des contenus, parce que voilà, comme vous avez dit, ça remplit ces narratifs de censure. Et après, ça donne aussi l'opportunité à d'autres acteurs d'aider des plateformes comme Parler. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, apparemment, il y a une Ils sont partis en plateforme revenir. cyber russe, voilà, c'est ça, qui les a aidés à revenir en ligne après qu'Amazon les avait enlevés. Donc, voilà, c'est le genre de communautés vont partir quelque part, et c'est dangereux de voir ce genre de plateforme totalement, avec des contenus totalement extrêmes. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Twitter avait commencé à faire ça il y a quelques temps avec le Covid et les élections américaines, où au lieu de supprimer un tweet ou un compte, ils mettaient une petite alerte en dessous du tweet en disant attention, cette information peut être fausse. C'est peut-être un bon début pour rediriger les gens vers une information plus fiable en tout cas. 100%, et même avec le fact-checking qui est effectué sur Facebook, c'est à peu près le même concept, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit que les politiques de modération de contenu, particulièrement aux US, particulièrement dans les sphères anglophones, ouais, commencent à enlever des contenus très régulièrement au lieu de laisser les fact-checks. Oui. Une dernière question, je pense, des analyses sur First Draft sont-elles à venir en russe ou en chinois, ou est-ce que vous restez pour l'instant dans le monde anglo-saxon? C'est-à-dire la traduction de nos ressources, ou Oui, c'est plutôt... non, est-ce que vous allez faire des analyses sur le web chinois ou le web russe? Oui, donc récemment, il y a des personnes qui viennent de rejoindre notre équipe, et notamment au bureau à Sydney, qui parlent des langues différentes, et des langues comme le russe, mais aussi Chine, etc. Et donc, on fait de plus en plus de veille sur ces espaces-là. Et aussi, on fait toujours la veille sur les espaces francophones, les espaces italiens, les espaces même en Inde, etc. Donc, et aussi en Amérique du Sud, on a pas mal de gens qui parlent espagnol. Donc, on essaie vraiment de faire que voilà, nos projets de veille sont internationaux. Mais c'est vrai que de plus en plus, on fait de la veille sur les espaces chinois et les espaces russes. D'accord, très bien.
Oui, ça s'annonce quand même encore plus important comme travail parce que avec la Chine, je pense qu'il y a autant de contenu sur la Chine elle-même que sur tout ce que vous avez étudié en 3 langues pour le rapport que vous venez d'écrire. Ouais, absolument. Non, c'était une frustration pour ce projet de recherche, c'est qu'on n'a que pu faire 3 langues. On s'est dit que Mm. c'était déjà un bon début, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait moins de personnes qui avaient Ouais. des capacités linguistiques variées, alors que maintenant, c'est vraiment de plus en plus le cas. Donc, peut-être une mise à jour de ce rapport pour justement Ouais, incorporer plus de langues, ouais, ce serait vraiment idéal. c'est vrai, ça serait super. Si vous n'avez plus de questions, je pense on peut s'arrêter là. Je vais laisser 10-15 secondes à quelqu'un d'écrire une dernière question, mais sinon, je vous remercie beaucoup d'être venu présenter votre rapport et la méthodologie, surtout que pour nous qui étaient plutôt orientés aux INT et veille, ce qui nous intéresse particulièrement, non pas que la conclusion du rapport soit inintéressante, tout était très intéressant dans ce rapport. Je vous invite fortement à aller le consulter quand même. Et cette vidéo sera republiée sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas tout suivi, vous inquiétez pas, elle sera sur YouTube d'ici quelques jours. Je vois pas de questions, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Cobon. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.